Chers amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous savoir très nombreux encore devant vos petits écrans pour suivre aujourd'hui notre troisième émission politique dans EDTV. Alors aujourd'hui nous recevons un autre parti politique, c'est le MR, représenté ce soir par Madame Rose Mefalessi. Bonjour Madame Rose Mefalessi. Bonjour. Ok, Madame Rose Mefalessi est juriste de formation, elle est chef d'entreprise, elle est fonctionnaire, elle est aussi pasteur et elle est membre du collectif des femmes congolaises et elle est préoccupée par la problématique du génocide au Congo. Mais vous avez choisi le MR comme parti politique, vous êtes d'origine congolaise, mais le MR c'est un parti très contesté par la communauté congolaise. C'est quoi qui justifie le choix de ce parti autant contesté ? Bon, c'est un parti contesté, certes, mais bon, au fur et à mesure que je discute avec les Congolais, les Belges d'origine congolaise, et que j'explique en fait quelles sont les valeurs du MR, il y a un changement qui s'opère. Parce qu'en fait, la plupart des Congolais votaient MR. Il s'est passé que, bon, dans un couple, il y a des moments où il y a des difficultés, il y a des moments où il y a des zizanies, mais je sais que lorsque chacun met sa petite dose de compréhension, ça termine toujours par s'arranger. Et je pense que l'espace était laissé assez libre aux autres partis politiques qui ont instrumentalisé d'une manière assez nuisible les MR. Mais qu'est-ce qui a toujours été reproché au MR, évidemment par la communauté dans laquelle évidemment vous voudrez retrouver votre électorat? Oui, en fait, il s'est passé que les Congolais d'origine ont reproché beaucoup de choses au MR compte tenu de la situation du Congo. Donc les problèmes internationaux ont fait boomerang, je peux dire, ont eu de l'impact ici en Belgique pour nous d'origine congolaise, alors que la plupart du temps, lorsqu'il s'agissait des élections communales, on venait mettre aussi l'élément international là-dedans. Oui, mais ça c'est indissociable, hein, pour des Congolais, ça c'est indissociable. C'est indissociable. Est-ce que vous pensez aussi que le MR ou quelques politiques du MR ont eu une implication négative ou une incidence négative sur la situation chaotique de la politique au Congo aujourd'hui? Mais je pense que vous savez exactement quel était le problème. Hein. Donc on reprochait beaucoup à Louis Michel, bon, ne tournons pas autour du pot, à Louis Michel, donc on a reproché à Didier Reynders ses propos après les élections 2011. Et chaque fois quand on me pose ces questions concernant les maires liés à Louis Michel, ses propos, à Didier Reynders, ses propos, je dis toujours, c'est vrai, qu'à une époque bien déterminée, il s'est passé des choses, des personnes ont peut-être parlé de telle manière, mais je pense que toutes ces personnes-là ont pu se rendre compte que la base, les Congolais, n'étaient pas contents. Et nous-mêmes, au sein du MR, nous étions assez embarrassés par rapport au discours qui était tenu. Je pense qu'il y avait une incompréhension, il y avait un manque de communication entre le parti MR et la population, et en particulier, bien sûr, la population d'origine congolaise, les Congolais. Nous sommes partis voir le parti, nous avons discuté avec eux, nous avons dit, écoutez, nous sommes forts, nous sommes en difficulté, parce que certains propos qui sont prononcés de la part des membres du parti, c'est vraiment ressenti très fort au sein de la communauté. Il faut faire quelque chose. Et je pense que chacun d'entre vous, vous pouvez vous rendre compte que
les choses ont changé. Si nous ne sommes pas dans ces partis pour donner un autre souffle, je peux dire apporter ce que la base, ce que les Congolais pensent, comment voulez-vous que eux ils puissent comprendre et changer? Il y a eu des changements. Didier Reynders a pris bras le corps le problème du Congo et vous avez vu comment il s'attelle à ce que les choses changent. On va y revenir, hein, par rapport au Congo, on va y revenir. Aujourd'hui, on mettra quand même un peu beaucoup plus d'accent sur la problématique du génocide au Congo. Mais avant cela, je voudrais quand même qu'on parle un peu de la situation des Congolais ici en Belgique. Et c'est comme vous savez, le taux de chômage est le plus élevé dans les communautés subsahariennes et particulièrement dans notre communauté à nous, la communauté congolaise, qui peut-être est la plus grande en Belgique. Alors maintenant, quelles sont les mesures pratiques qui sont prises par l'UMR pour que cette situation puisse s'améliorer et de quelle façon vous-même vous pensez vous impliquer pour que cela évidemment aboutisse? Oui, là c'est un point que je compte vraiment porter durant cette, que je présente durant cette campagne et que lorsque je serai élu, si toutefois je suis élu, je pourrai vraiment porter ce projet jusqu'au bout. Parce que ceux qui me connaissent savent que je milite beaucoup pour les jeunes, surtout les jeunes d'origine africaine. J'ai travaillé longtemps comme conseillère juridique du Carrefour des jeunes africains avec une femme extraordinaire, d'ailleurs je la salue, Maman Mwadi, au métro Madou, là où il y avait vraiment des jeunes désœuvrés qui frisaient la délinquance, qui fuguaient tout le temps et qui n'avaient pas d'issue. Et avec ces jeunes, nous avons fortement travaillé pour pouvoir les mettre, entre guillemets, le droit chemin. Le droit chemin, je peux dire, leur trouver du travail. Et le travail que j'ai commencé avec Maman Mwadi, avec ces jeunes, en tant que juriste et conseillère juridique de cette ASBL-là, c'est ce travail que je vais continuer si toutefois je suis élu. Parce que le projet, la proposition du parti MR en ce qui concerne et les jeunes en général et en particulier comme moi je suis d'origine congolaise, ce que je vais vraiment mettre en exergue pour cette législature, ce serait pour que les jeunes, quand ils rentrent, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes de notre communauté, lorsqu'ils sont au chômage, parce qu'effectivement, plus de 20% des Bruxellois sont au chômage. Et parmi ces 20%, il y a un pourcentage élevé qui sont d'origine africaine. Ce n'est pas normal. Donc, il y a une discrimination. Quelles sont les pistes concrètes? Voilà, je vais y revenir. Et il y a la discrimination à l'embauche, il y a, comment je peux dire, la peau qui impacte. Donc, on voit la couleur de peau, on n'est pas embauché et toutes ces choses-là. Ce qui va être mis en place avec le MR, c'est ceci. Lorsque on est au chômage, on est 3 mois, 4 mois au chômage, directement, on se met dans une formation. Oui, on va dire, moi, j'ai fait des formations depuis longtemps, mais cette fois-ci, ça va changer, parce que la formation en question, ça va être dans des écoles, la formation de qualité, et une formation qui débouche automatiquement à de l'emploi. Et c'est ça. Oui, mais ça n'enlève pas ce problème de crise économique que nous connaissons en Belgique. Il y a une difficulté de production de richesses de manière à amener à la création de l'emploi. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes et d'autres personnes qui s'investissent dans la formation avec l'espoir
de trouver de l'emploi, il passe de formation à formation, mais malgré ça, il trouve toujours pas d'emploi. Mais le problème est un peu beaucoup plus général, n'est-ce pas? Parce que la Belgique a quand même, c'est une crise sérieuse. Le déficit budgétaire de la Belgique l'année passée était plus ou moins de 3% du PIB. La Belgique a 100,3% de dette. Par rapport à son PIB. Donc, mais maintenant là, quelles sont les mesures concrètes? Parce que c'est vrai, on peut résoudre les problèmes de 10, 20 jeunes, mais de manière générale, ce problème reste posé. Ces problèmes restent posés, certes, que ce soit avec les jeunes et les moins jeunes, oui. En ce qui concerne le chômage. Ça, on a bien compris. Mais ici, avec le MR, il y a cet esprit d'entreprendre. Oui. On est diplômé. Il n'y a pas de débouché. Il faut savoir, à un moment donné de la vie, de changer d'orientation. De changer d'orientation pour la formation, qui peut aboutir à de l'emploi, ou alors, et c'est là où ces gens qui font la formation vont être des leaders, des chefs d'entreprise qui vont engager. On va mettre tous les outils en main pour qu'il y ait un esprit d'entreprendre. Maintenant là, moi, je suis juriste, travaillé dans la fonction publique et j'ai plusieurs casquettes. Et là, je me suis mise à une formation pour être chef d'entreprise. Oui, et en tant que chef d'entreprise, oui. Je dégage de l'emploi. Ah oui, mais chef d'entreprise, c'est que voilà. vous devez être soutenu financièrement pour lancer l'entreprise. Il y a des chiffres qu'on connaît, il y a 10 000 faillites chaque année en Belgique. 10 000 faillites chaque année en Belgique. Entre-temps, il faut pousser les jeunes à créer des entreprises. D'une part, il y a les fiscs, la fiscalité qui est très importante en Belgique, ce qui empêche déjà aux entrepreneurs actuels de pouvoir dégager de la richesse. Ça empêche aussi évidemment à ceux-là qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis deuxièmement, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut être financé, il faut quelque chose, une bouffée d'oxygène pour commencer. Mais cet argent, il n'y a pas, la Belgique est en crise. Oui, mais bon, écoutez, il y a des aides, hein. Il y a des aides pour les jeunes créateurs. Ceux qui créent des entreprises, il y a moyen de trouver des possibilités pour qu'ils puissent trouver des aides pour pouvoir démarrer. De manière durable ou parce que 10 000 faillites chaque année quand même, c'est... Oui, mais les problèmes des faillites, il y a aussi la formation. Parce qu'il y a des gens qui montent des sociétés qui ne sont pas bien encadrées. Ou bien, il faut aussi voir dans quel secteur on se lance pour son entreprise. La plupart des gens, parce que bon, mon voisin a fait telle société de tel produit, moi aussi je vais faire pareil. Toujours le même secteur. Mais nous avons des gens, des jeunes, qui sont très intelligents, talentueux, et pourquoi ne pas rentrer dans les nouvelles technologies? Ok, nous allons poursuivre cet échange, mais cette fois-ci avec un thème beaucoup plus particulier. Nous allons, comme on a très peu de temps, nous voulons parler du génocide. On entre en RD Congo et nous parlerons du génocide. Et pourquoi parler du génocide avec Madame Rose Mefadessi? C'est parce que au départ, elle est juriste de formation et elle s'est intéressée à cette problématique. Madame Rose Mefadessi, est-ce que vous pensez qu'il y a génocide au Congo? On dit qu'il y a 6 millions de morts. Est-ce que vous pensez qu'il y a génocide au Congo? Avec 6 millions de morts, depuis tout ce temps, s'il n'y a pas génocide, alors là, je ne sais pas. Parce que les viols, si je me présente encore une fois, j'ai été à la base avec un collectif de femmes d'origine congolaise. Nous avons été voir des députées femmes, notamment Marion Lemaire, Françoise Ketman et Françoise Berthiaud, des femmes émères à l'époque. J'ai été les voir parce que j'étais émère. Je leur ai dit, il se passe des choses atroces au Congo. Il y a ceci, cela. Elles ignoraient. On était en 2004. Elles ignoraient tout. Françoise Berthiaud, elle est quand même députée bruxelloise, je crois, mais c'est une information... Non. À l'époque, c'était peu connu. Ok. C'était peu connu. Maintenant, oui. 2003, 2000... Tout ce qui se passait à l'Est, c'était occulté. Et d'ailleurs, entre parenthèses,
le MR a fait sortir le Congo de l'isolement, hein. Ça, je crois qu'il est bon de le saluer aussi. Est-ce qu'on peut parler du génocide? Parce que voilà. même dans nos communautés à nous, il y a des frères et des sœurs qui ne croient pas sur le fait qu'il y a génocide au Congo. Est-ce qu'aujourd'hui on peut affirmer qu'il y a génocide au Congo? Il y a génocide au Congo. Il y a génocide au Congo parce que c'est systématique. Le viol est considéré comme une arme de guerre. Et d'une manière systématique, on viole les femmes. D'une manière systématique, il y a des massacres, des viols collectifs de femmes, de jeunes filles. Et on ne doit pas se leurrer. C'est quelque chose qui est bien orchestré parce qu'avec la femme, si on détruit la femme, si on détruit la maman qui est moteur dans l'économie africaine, et c'est cette femme qui fait que sa famille, elle a quelque chose, qui fait que la nation, l'économie fonctionne en Afrique grâce aux femmes, surtout dans ces villes, dans ces villages où la femme va au champ, et c'est au champ, quand elle va pour faire ses récoltes, on la viole. Lorsqu'elle va au marché pour vendre ses produits, on la viole. Et on viole la femme même devant son mari, et on demande même au père de violer son enfant. Est-ce que vous pensez que ça n'a pas un agenda caché? Est-ce qu'on ne poursuit pas un but systématique d'enrayer toute une population? C'est une question que vous posez ou c'est une affirmation? Je pose la question et en même temps, la réponse est évidente. C'est qu'il y a génocide. C'est pour éradiquer, c'est pour détruire, c'est pour supprimer une population. Bon. Jusqu'à présent, le mot génocide n'est pas prononcé. Le mot génocide n'est pas accepté. Alors, moi, je me tourne vers la communauté congolaise d'abord. Je suis juriste. En ce qui concerne la résolution qui est passée en 2015 à la région Bruxelles-Capitale, où je brigue un mandat. Donc, je fais campagne pour être parlementaire, député à la région Bruxelles-Capitale. Il y a quelques années de cela, donc plus ou moins, disons, 10 ans, j'ai pu arriver à ce que cette résolution, bien sûr avec d'autres mamans, pour qu'une résolution soit adoptée au niveau de la région. Elle consistait en quoi cette résolution condamnait les viols des femmes et des jeunes filles comme armes de guerre. Cette résolution, vous pouvez la consulter sur donc, les annales. Elle a une référence bien particulière? C'est quoi les références de la résolution? La résolution condamnant les viols des femmes et des jeunes filles en RDC. Okay. Donc on peut trouver ça et vous tapez mon nom. Si vous googlez mon nom, vous allez voir Rose Mefalessi, viol, et vous aurez toutes les références de cette résolution où j'ai pris parole et j'ai témoigné d'une manière ferme et d'une manière émouvante pour que l'opinion internationale sache ce qui se passe. On ne sait pas se baser sur cette résolution, c'est déjà une victoire sur le plan légal. Est-ce qu'il est possible de se baser sur cette résolution pour finalement amener à faire reconnaître le génocide au Congo? Bon, cette résolution a été plus loin au niveau des communautés et au niveau fédéral, et même, je vous ai cité Françoise Berthiaud. Si demain toutefois les gens viennent à mon meeting de campagne ici 7 rue des Hirondelles, je vais en parler, il y aura des diapositives, il y aura une petite vidéo, et mes amis députés qui ont initié avec moi
cette résolution seront là, vous pourrez leur poser des questions également. Mais là, au niveau de la démarche, pour que ça soit constitué, parce que c'est de ça qu'on parle, comme que ce soit considéré comme génocide, étant donné qu'il y a déjà le travail qui a été fait, et jusqu'aux Nations Unies, mais qui n'est pas, on ne cite pas d'une manière claire que c'est génocide, moi j'ai une proposition à faire. Oui, c'est laquelle? Tout comme j'ai fait avec les députés ici, c'est de pouvoir identifier toutes les ONG Congolaises locales, oui, voilà, oui. sur le terrain. Moi j'aimerais bien, peut-être avec votre aide également, avec l'aide des personnes de bonne volonté, identifier toutes ces ONG, et je promets. Les ONG, c'est pour quelle finalité si on les identifie? C'est pour quelle finalité? Voilà, j'y reviens. Pour que ces ONG, avec ces ONG, on va faire la même chose, faire une proposition de résolution. Et qu'avec cette proposition de résolution, je serai avec d'autres juristes aussi, que je vais, des amis et d'autres qui peuvent aussi être intéressés. Nous allons mettre à table, nous allons faire un projet de résolution et nous allons saisir l'Union européenne. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Il y a toute une procédure. Il y a des saisines. Donc on va saisir l'Union européenne. Et à partir de là, l'Union européenne va transférer ces projets de résolution au Conseil de sécurité. Il y a tout un processus à faire. Il y a un travail en amont qui doit être bien fait. Vous voyez, le problème avec nous, c'est qu'il y a des hommes et des femmes de qualité, des hommes et des femmes qui ont des idées pour que les choses changent. Mais on est impuissant parce qu'on n'est pas voté. Parce que toutes ces choses, c'est politique. C'est politique. Et lorsque j'entends, il y a quelques 2 ans, oui, il ne faut pas voter les Congolais parce qu'il faut plutôt voter d'autres. Parce que, vous savez, ici, cela, il faut voter cela, il ne faut pas voter les maires. Mais si nous ne sommes pas dans ces instances, si nous ne sommes pas dans ces structures, comment allons-nous faire évoluer les choses? Oui, là c'est clair, hein, c'est qu'il faut être dans les structures pour faire évoluer les choses. Selon Madame Rose Mefalissi, est-ce qu'on devrait comprendre que la démarche que vous proposez est impossible dans le cas où nous avons nos frères ou des sœurs congolais qui sont dans le Parlement bruxellois? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de faire la même démarche dans le contexte de la société civile, par exemple, et en ce moment-là s'appuyer sur les institutions politiques existantes déjà? Mais c'est mon idée que je viens de vous proposer. Ouais. Je ne sais pas. Hein. Moi, je ne sais pas, c'est qu'ils sont là depuis longtemps, c'est qu'ils ont pu faire. Mais c'est l'idée que moi j'ai en tant que juriste, Ouais. que je propose et que j'essaie, parce que c'est mon domaine. Ok, donc on a bien compris que si Madame Rose Mefalissi est élue au niveau de la députation bruxelloise, ce sujet du génocide qui concerne nos mamans ou qui concerne les Congolais pourrait être en tout cas mis beaucoup plus en exergue, et il est très possible que dans la procédure, nous arrivions à pouvoir faire reconnaître le terme génocide, qui jusque-là n'est pas encore reconnu. Voilà, nous continuerons dans des cadres bien précis ce débat parce qu'on a très peu de temps, mais nous savons que vous êtes pasteur d'une église. Voilà. Est-ce que c'est compatible, hein? Il semble que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les serviteurs de Dieu ne doivent pas faire la politique. Mais vous avez fait. Je ne vois pas du tout où, dans la parole de Dieu, il est dit que les hommes de Dieu ne doivent pas faire la politique. David a fait la politique. Il était là. Il a gouverné. Il était dans la politique. Nous voyons
On dit, oui, bien souvent on dit, Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais ce verset-là, je crois que il est interprété d'une manière erronée en ce qui concerne la politique. Nous savons très bien qu'à l'époque de Jésus, lorsqu'il parlait de la sorte, Jésus, le Fils de Dieu, l'homme de Galilée, c'est lui qui m'a appelé. Le Seigneur m'a appelé à être celle que je suis pour être pasteur. Lui, à l'époque, il tenait tête aux Romains parce qu'il y avait l'occupation romaine. Il tenait tête. Il ne tenait pas tête en disant oui, mais le discours de Jésus perturbait les Romains de l'époque. Donc, de son temps, il parlait de la justice. Il parlait de l'égalité. Il parlait de la liberté. Est-ce que ce n'est pas ça faire la politique? Ce n'est pas ça faire la politique. Ici, je suis dans ce parti MR. Je suis convaincu que dans ce parti, comme je parle de la justice, on a évoqué le problème de la discrimination. Est-ce que ce n'est pas ça la justice? Je suis là pour dire qu'il y a injustice. J'écris haut et fort. On fait la différence entre ceux qui viennent du sud et ceux qui sont ici. La parole de Dieu dit quoi? Que les étrangers, on doit les accueillir. Les étrangers, on doit avoir des gardes pour eux, avoir qu'ils puissent être aussi bien dans la cité. Et c'est ce discours que moi, je continue à marteler au sein de mon parti. Et dans mon parti, où liberté est évoquée, les valeurs de liberté, où le choix de l'un est respecté, où les décisions qui sont prises par la personne, quelles que soient les conséquences, la personne doit assumer. Donc, moi, en tant que pasteur, je ne vois pas d'incompatibilité entre le travail de pasteur que je fais, dont les gens de mon parti apprécient énormément. Je sens que maman Rose Mefadessi a beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais comme on a très peu de temps, je crois qu'on va trouver encore une occasion propice, parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses à partager avec elle. Mais là, je serais quand même obligé de vous demander de dire votre dernier mot, sensibiliser la communauté congolaise de qui vous attendez quand même un soutien, et on va clôturer en tout cas notre moment d'échange. Voilà, donc je fais appel à la communauté. Il y en a qui me connaissent, il y en a qui ne me connaissent pas. Peut-être à travers ces quelques moments, vous avez pu m'écouter, vous avez pu me voir. Je suis une femme de détermination. De la même détermination que j'ai commencé depuis que je suis ici en Belgique, depuis 1962, à œuvrer pour les uns et les autres, et arriver là où je suis arrivée, en tant que juriste, mère, chef d'entreprise, je pourrais faire de la même manière pour continuer à aider, à faire que la communauté, la fierté d'être d'origine congolaise. Je suis 40e sur la liste 1 du MR. Si tout ce que vous avez entendu, vous avez été convaincu, donnez vos voix. J'ai œuvre et je vais continuer à œuvrer pour le Congo. Ce projet dont nous avons parlé ici, qui peut aller jusqu'au Conseil de sécurité, je vais porter ce projet jusqu'au bout. Mais j'ai besoin de vous pour que les gens de mon parti et d'autres voient que je fédère des hommes et des femmes issus
de ma communauté et je vous remercie déjà pour les voix que vous allez me donner. Merci beaucoup. Merci Maman Rose Mefalissi, merci chers amis téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Nous disons merci aussi à Richard Riche-Tempête qui était à la réalisation. Merci à Benzema pour la partie technique. À très bientôt. Merci.